Bonjour, je m'appelle Martin Pelletier, je suis chef de la division des transferts de technologie au Centre Acer. Je viens vous parler aujourd'hui du nouveau CTTA portant sur les évaporateurs et les osmoses. Il me fait plaisir de participer à votre événement Porte ouverte. J'espère vous voir en personne le plus tôt possible. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de venir vous parler aujourd'hui en virtuel, non pas d'un projet de recherche comme c'est habituellement le cas, mais plutôt d'un projet qui relève directement de la division de transfert de technologie au Centre Acer. Et j'ai nommé la réécriture, la réédition du cahier de transfert de technologie en acériculture. D'entrée de jeu, je me dois de souligner que c'est un projet qui a été financé par l'entremise du programme de service conseil qui a lieu dans le cadre du partenariat canadien pour l'agriculture entre le Canada et le Québec. Maintenant qu'on a fait les formalités, on peut déjà présenter le nouveau livre qui paraîtra sous peu. Ce livre-là a été produit par le Centre Acer. Il y a eu de nombreuses consultations, des étapes de conception, de rédaction et nous allons aussi assurer la distribution. Mais ça n'a pas été fait que par le Centre Acer, ça a été aussi fait par le CRAAC, qui est le centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Et le CRAAC a procédé à toute l'édition, les corrections linguistiques, le graphisme et va aussi distribuer le livre en question. C'est important de souligner le travail de l'équipe de rédaction du Centre Acer, notamment Madame Guillotin, Madame Houd, Monsieur Ali, Madame Martin et Monsieur Lagacé, qui ont tous contribué au livre là, pour s'assurer qu'on couvrait bien les sujets qu'on devait y aborder. On avait eu aussi un très gros groupe de révision que je tiens à remercier tous ces participants-là. On avait des gens des clubs, on avait des gens du MAPAC, on avait aussi des gens des équipementiers et on avait des gens des PPAQ autour de la table. Et tous ces gens-là ont eu la générosité de participer au processus, de relire tous les textes et aussi de partager leurs connaissances et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Voilà, on avait vraiment tous les horizons là, de la communauté acéricole qui était en lien avec le sujet du livre, qui étaient les évaporateurs et les appareils de concentration membranaire. Le cahier, le nouveau cahier proposé, comme tous les futurs cahiers de transfert de technologie aussi, est divisé en 3 sections différentes. Ces 3 sections-là ont pour but d'approfondir les sujets de différentes manières et ont des publics cibles différents, de manière à ce que tout le monde qui consulte le livre s'y retrouve dans la section qui lui est personnellement dirigée, mais tout le monde est invité à consulter toutes les sections, bien évidemment. Les 3 sections en question, on retrouve tout d'abord les fondements scientifiques. Dans cette section-là, on adresse toutes les connaissances de base, on présente toutes les connaissances de base, mais vraiment d'un point de vue scientifique, un petit peu plus fondamental. Et ça, ben, ça va viser surtout les chercheurs, aussi les conseillers et aussi les producteurs. Il y a ensuite une section ingénierie dans laquelle on parle de dimensionnement et de conception d'équipements. On va aussi expliquer comment ces équipements-là fonctionnent, mais vraiment d'un point de vue de la conception. Et ça va surtout viser les conseillers, mais les producteurs et les chercheurs peuvent aussi y trouver leur compte. Et enfin, on a aussi fait une section portant sur l'opération des appareils. Et là, ben, dans ça, on a des propositions de procédures d'opération. On a différents critères de diagnostic des appareils en production. Et cette section-là est spécifiquement destinée aux producteurs, bien que les conseillers et les chercheurs puissent aussi consulter et apprendre beaucoup de choses dans ces sections-là.
Maintenant, je vais approfondir un petit peu les points clés qui sont dans le nouveau cahier de transfert technologique en acériculture portant sur les évaporateurs et les appareils de concentration membranaire. Donc, dans la section des fondements scientifiques, on a fait un gros travail sur les voies de développement de la saveur du sirop d'érable. Ces voies de développement de la saveur du sirop d'érable sont au nombre de 3. En fait, on en a abordé 3. Ça n'exclut pas qu'il y en ait d'autres, mais on s'est concentré sur ces 3-là. Il y a tout d'abord la réaction de Maillard. Réaction de Maillard qui, elle, est réaction bien connue dans le milieu de la chimie alimentaire, bien connue mais très difficile à maîtriser et qui concerne les interactions abonnez-vous à entre les notre sucres chaîne YouTube réducteurs et les activez composés les aminés. notifications. La réaction de Maillard a comme résultante de créer des produits colorés de couleur brune et qui ont aussi des propriétés sensorielles différentes et qui contribuent à la saveur du sirop d'érable. Complémentairement à la réaction de Maillard, on a aussi la réaction de caramélisation. La caramélisation, c'est la dégradation thermique des sucres. Ça concerne donc tous les sucres et à partir du moment où on applique une certaine chaleur sur des sucres et que ceux-ci sont en présence d'eau, ils vont se transformer, ils vont se polymériser. Donc, on prend des sucres et on fait des chaînes de sucre avec eux. Et cette transformation-là, cette dégradation thermique-là, produit elle aussi des produits colorés de couleur brune et des saveurs intéressantes dans une certaine mesure dans le sirop d'érable. La dernière voie de développement de la saveur qu'on a abordée dans le CTTA sur les évaporateurs et les osmoses, c'est la voie de la concentration, je vais dire bête et méchante, de décomposer de la sève. Quand on regarde attentivement la composition de la sève et la composition du sirop, on voit que c'est pas tout qui se concentre dans les mêmes proportions. Par contre, il est raisonnable d'émettre l'hypothèse que l'effet de concentration de certaines molécules va en augmenter la perception sensorielle. La preuve la plus probante de ça, c'est clairement l'effet de la concentration du sucre, tout simplement, parce que si on prend une sève qui a 2% de sucre, qu'on la concentre à 66% de sucre pour faire du sirop, bien évidemment, on va augmenter l'importance de la saveur sucrée en bouche. Et dans le fond, la concentration des autres éléments peut aussi influencer les propriétés sensorielles du sirop d'érable. Dans la section fondements scientifiques, on aborde aussi les procédés de concentration membranaire. Il y a une section qui vise à présenter les différences entre la concentration elle-même et la clarification, qui est un processus émergent en acériculture, bien que déjà utilisé dans d'autres industries. Donc, la concentration membranaire, c'est l'utilisation plus classique, on va dire, des procédés de concentration membranaire qui consiste à appliquer une pression sur le liquide pour en extraire de l'eau. Inversement, la clarification, elle, ce qu'elle fait plutôt, c'est qu'elle sert à purifier le produit et à en éliminer les contaminants. Donc, quand on fait de la concentration, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la pression sur la sève, on extrait le filtrat qui est l'eau et on garde le concentré. En clarification, c'est l'inverse. On applique la pression sur la sève toujours, mais le filtrat, c'est ce qui va contenir l'ensemble des éléments nutritifs et des sucres généralement présents dans la sève, mais ne contiendra pas tous les contaminants, micro-organismes qui auront été interceptés par la membrane. On a aussi une section sur le colmatage et la polymérisation des membranes.
Ces deux phénomènes qui nuisent toujours aux acériculteurs et qui diminuent les performances des appareils de concentration membranaire, alors que le colmatage est un phénomène qui découle vraiment du fait que les pores de la membrane sont obstrués ou bouchés par des résidus qui entraînent une baisse du débit de perméation. La polarisation, elle, découle du fait de l'application de la pression sur la dite membrane. L'effet de la polarisation peut surtout se faire sentir quand on a des niveaux de concentration passablement élevés, où il se crée un gradient entre le cœur d'écoulement, la grille d'écoulement du concentré et la surface de la membrane, parce que dans le fond, la concentration en éléments dissous, elle est plus élevée près de la membrane, et ça crée une polarisation qui peut diminuer les débits de perméation. Enfin, on a aussi ajouté une section sur le Aubrix, Aubrix qui est une technologie qui gagne quand même passablement en popularité. On a donc présenté les effets du Aubrix sur les propriétés du sirop et l'intégrité des produits découlant de la technologie Aubrix. On a aussi une section passablement importante qui traite des procédés d'évaporation. On parle entre autres de transfert de chaleur, qu'est-ce qui nuit au transfert de chaleur, mais aussi mathématiquement, qu'est-ce qui se passe mathématiquement et physiquement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a échange de chaleur entre la source de chaleur, qui est généralement dans une chambre de combustion, les tôles des casseroles et ensuite le réduit qui est dans les casseroles. On a aussi produit une section concernant le moussage dans les casseroles, qu'est-ce qui favorise le moussage et aussi comment les agents de contrôle du moussage fonctionnent. Et enfin, dans les procédés d'évaporation, on parle aussi du développement de la pierre de sucre, qui est un enjeu pour les producteurs, mais qui comporte son lot d'informations plus scientifiques qui méritent d'être véhiculées aussi. Ensuite, dans la section ingénierie, on a consacré beaucoup d'efforts au développement d'un outil de dimensionnement. L'outil de dimensionnement a été développé d'abord sous forme de tableau Excel que les gens vont pouvoir se procurer avec à l'achat du livre. Et dans ces tableaux Excel-là, on a différentes étapes de caractérisation de l'entreprise où on va d'abord avoir le nombre d'entailles et on va établir les temps de travail disponibles pour les étapes de concentration et d'évaporation. Ensuite, on va avoir des sections qui vont permettre de déterminer c'est quoi les niveaux de concentration et les performances horaires de concentration à obtenir pour remplir les exigences de temps de travail qui ont été ciblées par le producteur. Et ensuite, un coup qu'on a déterminé les performances horaires et les niveaux de concentration qui vont être appliqués au concentrateur, on va pouvoir passer au dimensionnement des performances horaires de l'évaporateur. On a aussi des suggestions sur les capacités de stockage de sève, de concentré et de filtrat pour le lavage. Et dans le fond, la technique qui est proposée pour dimensionner et sélectionner les équipements, c'est de partir avec les performances horaires de concentration, d'évaporation et les galonnages de bassins à mettre en place dans une entreprise, et ensuite de magasiner les différentes options qui s'offrent à vous en termes notamment de carburant utilisé, en termes de type d'évaporateur, pour vous permettre d'atteindre ça.
Une fois les différentes propositions, une fois que le producteur aura en main les différentes propositions des équipementiers, il pourra utiliser un autre chiffrier de calcul qui a été développé et qui sera lui aussi commercialisé avec le livre. Et dans ce chiffrier de calcul-là, il pourra rentrer les coûts du concentrateur, les coûts de l'évaporateur, les coûts des bassins, les investissements connexes, comme si par exemple on avait besoin d'un silo ou d'une salle à part pour des compresseurs ou des choses comme ça. Et inclure aussi les coûts de fonctionnement de l'évaporateur et du concentrateur, et ainsi calculer son coût de revient par unité de production, généralement par baril, et ce, en tenant compte non seulement, oui, du coût de production opérationnel, c'est-à-dire le coût de la source d'énergie, mais aussi de tous les autres coûts en lien avec l'achat de ces équipements-là. Et ce qu'on considère, c'est que sur la base de cette comparaison-là, le producteur pourra prendre une décision éclairée en matière éclairée d'un point de vue financier pour sélectionner ces appareils. Dans la section opération, on a travaillé sur le développement de procédures claires pour l'appareil de concentration membranaire. On présente donc des séquences d'opérations qui permettent de conditionner une membrane neuve, de faire l'entretien en début de saison, de faire du concentré, de laver la membrane durant la saison et de faire tout l'entretien de la membrane en fin de saison. Les procédures ont été faites avec une approche qu'on pourrait qualifier à 2 critères. À chaque fois que c'était possible, ce qu'on a tenté de faire, c'est de dire, ben, regardez, on va vous fournir des paramètres mesurables. Parmi les paramètres qui sont les plus fréquemment utilisés, c'est par exemple la différence de conductivité électrique à l'entrée et à la sortie de l'appareil de concentration membranaire, ou la différence de pH à l'entrée et à la sortie de l'appareil de concentration membranaire. De cette manière-là, ça évite les gens qui veulent optimiser leurs opérations de suivre plus aveuglément les recommandations qui sont faites sur les volumes. Malgré tout, on a aussi maintenu les recommandations qui sont faites sur les volumes pour les gens qui ne veulent pas se barrer les pieds dans l'utilisation et le suivi des différents paramètres à mesurer pour valider si, par exemple, une étape de rinçage a permis vraiment d'éliminer tous les résidus. On espère que de cette façon-là, tout le monde va trouver son compte là-dedans et trouver une manière d'opérer son appareil de concentration membranaire de manière à en prendre soin et de l'entretenir correctement, mais aussi de faire un sirop de qualité sans le contaminer avec les produits de lavage et ce, de la manière la plus efficace possible. On a aussi structuré ces procédures-là en utilisant différents symboles et en imageant le plus possible, en se disant que si quelqu'un a besoin d'un aide-mémoire durant les opérations, ben, il rouvre son CTTA, il trouve les pages, puis il applique les étapes une par une en fonction de la procédure puis de l'objectif qu'il veut atteindre. On a aussi, dans la section opération, fait une section qui porte sur le diagnostic des performances de l'évaporateur. Plus de 12 critères, en fait non, précisément 12 critères diagnostiques ont été proposés et chacun de ces critères diagnostiques-là est accompagné de valeurs cibles et de pistes d'interprétation afin de pouvoir
identifier si notre opération de l'évaporateur est optimale. Je me suis permis de lister les plus importantes, ceux-là qui sont les plus évocatrices, mais il y en a aussi plusieurs autres. Au niveau de la productivité de l'évaporateur, on a les taux d'évaporation qui sont décrits. On a les performances aussi en termes de volume de sirop produit par unité de temps, par exemple. Au niveau de l'efficacité, bien sûr, on parle d'efficacité énergétique annuelle, efficacité énergétique instantanée, comparaison des deux paramètres. On a aussi une section sur la consommation d'énergie par volume de sirop. Ensuite, au niveau des ajustements, là, c'est dans les critères diagnostiques proposés, on parle entre autres du patron d'ébullition et du Brix de transfert, par exemple. Le cahier de transfert technologique, là, actuellement, on est en train de terminer celui sur les évaporateurs et concentrateurs et nous avons amorcé la rédaction de celui qu'on a affectueusement baptisé le CTTA qualité, qui va parler entre autres d'instruments de mesure, de systèmes de qualité à la cabane, des saines pratiques pour éviter la contamination des sirops, etc. Alors ça, c'est actuellement dans la machine à saucisses pour une publication prévue en 2023. On prévoit aussi entamer prochainement celui sur les infrastructures de récolte et il y aura aussi un livre qui va traiter des aspects forestiers de la production de sirop d'érable qui a été entamé mais qui n'a pas encore de date de sortie prévue. Donc, c'était le nouveau cahier de transfert technologique en acériculture portant sur les appareils de concentration membranaire et les évaporateurs. Le lancement officiel est à venir. Je vous invite à vous abonner à notre infolette pour être au courant des développements à ce sujet-là. Je vous remercie pour votre attention et je tiens encore une fois à remercier les partenaires du projet, tant au niveau financier avec le partenariat canadien pour l'agriculture que au niveau de la réalisation du projet, tous les membres du groupe de révision. Ça a été un plaisir de travailler avec vous et je pense que le nouveau CTTA va être un outil qui va durer pendant encore plusieurs années. Alors, au plaisir de vous rencontrer en personne dans un événement acéricole le plus tôt possible. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.